Ma famille a refusé de reporter leur voyage en Jamaïque malgré les funérailles de mon fils. Nous avons dépensé 9500 $ et sa mort est votre problème, pas le nôtre. Alors, j'ai coupé les ponts avec mes parents et ma sœur. À leur retour, une surprise les attendait. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Marissa et j'ai 37 ans. Il y a 6 mois, tout mon monde s'est effondré en un seul instant. J'étais mariée à Caleb depuis 15 ans. Il avait 39 ans, travaillait dans une banque et aimait pêcher plus que tout, sauf notre fils Noah et moi. Noah avait 12 ans, un garçon brillant qui obtenait d'excellentes notes et jouait au baseball dans une ligue junior. Nous vivions dans une maison agréable, rien d'extraordinaire, mais c'était la nôtre. Caleb possédait également un appartement en centre-ville de Portsmouth, hérité de sa grand-mère. Nous n'en avions pas besoin puisque nous avions la maison. Alors nous avons laissé ma sœur Claire et son mari Damon y vivre gratuitement pendant qu'ils économisaient pour leur propre logement. Claire est 3 ans plus jeune que moi. Elle a épousé Damon il y a 2 ans, et honnêtement, j'étais heureuse pour elle. Elle avait toujours eu du mal avec les relations, et Damon semblait être un type correct. Il travaillait dans une concession automobile. Elle était réceptionniste dans un cabinet dentaire. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi Caleb et moi leur avions proposé l'appartement sans loyer. La famille aide la famille, n'est-ce pas? Mes parents, Harold et Janet, vivent à environ 20 minutes de chez nous. Papa est retraité des postes. Maman travaillait à la bibliothèque jusqu'à sa retraite l'année dernière. Ils sont maintenant dans la soixantaine, et je pensais que nous avions une bonne relation. Je les appelais tous les quelques jours, les aidais avec les courses quand ils en avaient besoin, réparer des choses chez eux quand l'arthrite de papa empirait. Ce samedi de janvier a commencé comme n'importe quel autre week-end. Caleb s'est levé tôt, excité à l'idée d'emmener Noah pêcher à Cedar Bay. Ils avaient planifié cette sortie toute la semaine car la météo s'annonçait parfaite. Ils sont partis vers 8 heures du matin. Le pick-up de Caleb était chargé de leur matériel, d'une glacière pleine de sandwichs que j'avais préparés, et d'assez d'enthousiasme pour illuminer toute la ville. Je me souviens de les avoir salués depuis la porte d'entrée, pensant à quel point j'avais de la chance de les avoir. J'ai passé la journée à faire des choses habituelles du samedi. Nettoyer la maison, faire la lessive, aller faire les courses. Vers 17 heures, j'ai commencé à préparer le dîner, m'attendant à ce qu'ils rentrent d'un moment à l'autre. Caleb disait toujours qu'il serait de retour au plus tard à 18 heures, car Noah avait des devoirs à terminer. 18 heures est passé, puis 19 heures. J'ai essayé d'appeler Caleb, mais son téléphone basculait directement sur la messagerie vocale. Ce n'était pas inhabituel. Le réseau au lac était capricieux. À 20 heures, je commençais à m'inquiéter, mais je me rassurais en me disant qu'ils avaient probablement perdu la notion du temps ou qu'ils avaient un problème de voiture. La sonnette a retenti à 20h47. Je me souviens de l'heure exacte car j'ai regardé l'horloge en pensant que c'était probablement un voisin. Quand j'ai ouvert la porte, 2 officiers de police se tenaient là. « Êtes-vous Marissa Hay ?» a demandé le plus âgé. Mon estomac s'est noué. Vous savez, ce sentiment quand vous savez immédiatement que quelque chose de terrible est arrivé. C'était ça. Oui, ai-je murmuré. Madame, je suis l'officier Simmons. Voici l'officier Tran. Pouvons-nous entrer? Je les ai laissés entrer dans mon salon. Mes jambes étaient comme du coton. L'officier Simmons s'est assis en face de moi pendant que l'officier Tran restait près de la porte. Madame Hay, je suis désolé de devoir vous annoncer cela, mais votre mari et votre fils ont été impliqués dans un grave accident de voiture ce soir. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Est-ce qu'ils vont bien? Où sont-ils? L'officier Simmons a baissé les yeux sur son carnet. L'accident s'est produit vers 18h15 sur la route 34, à environ 5 miles de Cedar Bay. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté le pick-up de votre mari côté conducteur. Dites-moi juste s'ils sont vivants, ai-je dit, la voix brisée. Madame, votre mari a été déclaré mort sur les lieux. Je suis vraiment désolée. Le monde est devenu silencieux. J'entendais les mots, mais ils n'avaient aucun sens. Caleb mort? C'était impossible. Il m'avait embrassé ce matin-là. Il était censé rentrer et me raconter toutes les histoires de poissons qu'ils avaient attrapés. Et Noah? Ai-je réussi à demander. Votre fils est vivant, mais il est dans un état critique.
Il a subi de multiples blessures, y compris un grave traumatisme crânien. Il a été transporté à l'hôpital Saint-Joseph et est actuellement en chirurgie. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. L'officier Tran m'a conduite à l'hôpital pendant que l'officier Simons suivait dans ma voiture. Les heures suivantes ont été un flou de salles d'attente, de médecins et de mots que je ne voulais pas comprendre. Traumatisme crânien, coma induit, situation incertaine. Quand j'ai enfin pu voir Noah, il semblait si petit dans ce lit d'hôpital, entouré de machines et de tubes. Sa tête était bandée, son visage gonflé et couvert de bleu. La docteure, une femme nommée docteur Moral, m'a expliqué qu'ils avaient soulagé la pression sur son cerveau, mais qu'il était impossible de savoir quand, ou même si, il se réveillerait. J'ai appelé mes parents depuis l'hôpital ce soir-là. Maman a répondu à la 3e sonnerie. Marissa, il est presque minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ai-je dit, et puis je n'ai plus pu parler, je pleurais trop. Chérie, que s'est-il passé? Caleb est mort, ai-je fini par dire. Il y a eu un accident. Noah est dans le coma. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis maman a dit, mon Dieu, Marissa, nous arrivons tout de suite. Mais ils ne sont pas venus tout de suite. Ils sont arrivés le lendemain matin, l'air mal à l'aise et fatigué. Papa m'a serré dans ses bras maladroitement. Maman m'a tapoté l'épaule. Ils sont restés 1 heure, ont posé quelques questions, puis ont dit qu'ils devaient rentrer pour passer des coups de fil. Nous t'aiderons avec les arrangements pour les funérailles, a dit maman. Ne t'inquiète de rien. Mais quand je les ai appelés le lendemain pour parler de l'organisation du service de Caleb, la voix de maman était différente, distante. En fait, chérie, nous ne pouvons pas vraiment aider avec les arrangements. Claire et Damon emménagent dans l'appartement de Caleb cette semaine, et nous avons promis de les aider à s'installer. J'étais confuse. Mais maman, Caleb vient de mourir. Les funérailles sont plus importantes que de les aider à déménager. Bien sûr que oui, a-t-elle répondu rapidement. Mais nous nous sommes déjà engagés, et tu sais comment est Claire quand les plans changent. Nous serons aux funérailles, bien sûr, mais nous ne pouvons pas aider avec l'organisation. J'ai raccroché, me sentant plus seule que jamais. Mon mari était mort. Mon fils luttait pour sa vie, et ma famille s'inquiétait de déménager des meubles. J'ai planifié les funérailles de Caleb complètement seule. La maison funéraire, les fleurs, le cercueil. J'ai pris chaque décision seule pendant que ma famille était occupée à installer Claire et Damon dans l'appartement de Caleb en centre-ville. La cérémonie était simple. Des gens sont venus. Ils ont dit de belles choses sur Caleb, puis nous l'avons enterré. Mes parents, Claire et Damon sont arrivés à la dernière minute, ont assisté à la cérémonie et sont partis rapidement après. Après la mort de Caleb, j'ai hérité de tout ce qu'il possédait, la maison où nous vivions, l'appartement en centre-ville où Claire et Damon vivaient maintenant sans loyer, et son compte bancaire avec 890 000 $. Caleb avait été intelligent avec l'argent et avait une bonne assurance vie. J'étais financièrement à l'abri, ce qui était la seule bonne chose dans ma vie à ce moment-là. J'ai décidé de passer à temps partiel à mon travail dans un cabinet comptable. L'argent n'était plus un problème, et je voulais passer le plus de temps possible avec Noah. Les médecins disaient que les patients dans le coma pouvaient parfois entendre les voix. Alors, je lui lisais tous les jours. Harry Potter, ses livres d'aventure préférés, même ses devoirs scolaires. Ton professeur dit que tu te débrouilles super bien en maths, lui disais-je en lui tenant la main. Elle garde tous tes devoirs pour quand tu te réveilleras. Je parlais à Noah de tout, les scores de baseball, ce qui se passait à l'école, les choses amusantes que je voyais à la télé. Je lui parlais de son père, de combien Caleb serait fier qu'il se batte si fort. Mais Noah ne répondait jamais. Sa respiration était régulière, son rythme cardiaque stable, mais il ne serrait jamais ma main ni ne montrait le moindre signe qu'il m'entendait. Les médecins étaient gentils mais réalistes. Les blessures cérébrales graves comme la sienne avaient rarement une fin heureuse. 6 mois ont passé. Je suis tombée dans une routine. Travail le matin, visite à l'hôpital l'après-midi, et soirée solitaire à la maison. Claire et Damon se sont bien installés dans l'appartement. Ils appelaient de temps en temps pour me remercier de les laisser y vivre, mais ils ne demandaient jamais comment allait Noah ou si j'avais besoin de quelque chose. Mes parents ont rendu visite à Noah exactement 3 fois en 6 mois. Chaque visite durait peut-être 20 minutes avant qu'il ne trouve une excuse pour partir.
Les hôpitaux me rendent nerveuse, disait maman. L'arthrite de ton père le fait souffrir, nous devons rentrer. C'était un mardi matin en juillet quand la docteure Morale m'a appelé au travail. J'étais en train de vérifier des rapports trimestriels quand mon téléphone a sonné. Madame Aïe, ici la docteure Morale de l'hôpital Saint-Joseph. J'ai besoin que vous veniez immédiatement. J'ai tout laissé tomber et je suis partie à l'hôpital. La docteure Morale m'a accueilli dans le couloir devant la chambre de Noah, et j'ai su immédiatement, à son visage, que les nouvelles étaient mauvaises. Madame Aïe, je suis vraiment désolée. Noah est décédé il y a environ 1 heure. Son corps n'a plus pu se battre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai trébuché en arrière et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour rester debout. Mais il était stable, ai-je dit. Hier, il semblait comme d'habitude. Parfois, avec des blessures cérébrales aussi graves, le corps abandonne simplement. Il n'y avait rien de plus que nous puissions faire. Je suis désolée. Je suis entrée dans la chambre de Noah et l'ai tenu pour la dernière fois. Il semblait paisible, comme s'il dormait simplement. Je m'attendais à ce qu'il ouvre les yeux et me demande ce qui n'allait pas, mais il ne l'a jamais fait. Mon petit garçon était parti. Je suis rentrée chez moi dans un état second et je suis restée assise dans ma maison vide pendant des heures, à pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Puis j'ai pris le téléphone et appelé mes parents. Maman, Noah est mort aujourd'hui. Il y a eu une pause. Oh, Marissa, je suis désolée d'entendre ça. Sa voix était plate, presque professionnelle. Pas la voix d'une grand-mère qui venait de perdre son petit-fils. J'ai besoin d'aide pour organiser les funérailles, ai-je dit. Je ne peux pas le faire seule encore une fois. Eh bien, ça va être un problème, a dit maman. Nous ne pouvons pas t'aider avec ça, et nous ne pourrons pas non plus assister aux funérailles. J'ai cru avoir mal entendu. Quoi? Demain, nous partons en Jamaïque avec Claire et Damon pour des vacances en famille. Ça fait des mois qu'on a planifié ça. Maman, mon fils vient de mourir. Votre petit-fils vient de mourir. Vous pouvez sûrement reporter des vacances. Absolument pas, a-t-elle répondu d'un ton sec. Sais-tu combien d'argent nous avons dépensé pour ce voyage? 9500 $. Les vouchers ne peuvent pas être reportés, sinon nous perdrons tout. L'argent disparaîtra. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous choisissez des vacances plutôt que les funérailles de Noah. Marissa, tu es une femme forte. Tu t'en sortiras toute seule, comme pour les funérailles de Caleb. Tu n'as pas vraiment besoin de nous là-bas. Et puis elle a raccroché. J'étais assise là, à fixer le téléphone, avec l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Avant que je puisse même réaliser ce qui venait de se passer, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Claire. Marissa, maman vient de m'appeler, a-t-elle dit sans préambule. Écoute, je suis vraiment désolée pour Noah, mais il n'est pas question qu'on annule ce voyage. Elle n'avait pas l'air désolée du tout. Elle avait l'air agacée. Claire, ce sont les funérailles de Noah. C'est ton neveu. Sa mort est ton problème, pas le mien, a-t-elle crié. Je suis enceinte maintenant, d'accord? C'est peut-être ma dernière chance de me détendre et de m'amuser avant l'arrivée du bébé. J'attendais ce voyage depuis des mois et je n'y renoncerai pas parce que ton fils est mort. J'étais tellement choquée par sa cruauté que je ne pouvais pas parler. Tu n'as aucun droit d'attendre qu'on annule nos vacances, a continué Claire. On a déjà tout payé, et j'ai besoin de cette pause, alors débrouille-toi avec tes problèmes et laisse-nous tranquilles. Elle a raccroché aussi. Je suis restée assise dans mon salon, dans un silence total. En l'espace de 10 minutes, ma famille m'avait clairement fait comprendre qu'un voyage de vacances était plus important pour eux que mon enfant mort. Mais vous savez quoi? À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la clarté. Pour la première fois depuis l'accident de Caleb, mon esprit était complètement clair. Je savais exactement ce que je devais faire. D'abord, j'allais enterrer mon fils. Ensuite, je m'occuperais de ma famille. J'ai appelé mon amie Léa, et elle est venue immédiatement. Ensemble, nous avons organisé les funérailles de Noah. Comme pour Caleb, j'ai pris toutes les décisions moi-même. Mais cette fois, je n'attendais pas que ma famille se présente. Je n'attendais pas qu'ils m'aident, me soutiennent ou même fassent semblant de s'en soucier. Les funérailles de Noah ont eu lieu un jeudi matin.
C'était une cérémonie simple, juste moi, Léa, quelques collègues de Caleb qui se souvenaient de Noah lors des pique-niques de l'entreprise, et Madame Blake, la professeure de Noah, qui avait conduit 1 heure pour être là. Le pasteur a parlé de comment Noah était réuni avec son Père au ciel, et j'ai essayé de trouver du réconfort dans cette pensée. Je n'ai pas pleuré pendant la cérémonie. J'avais fait tout mon deuil à la maison. Au lieu de cela, je ressentais un étrange sentiment de calme, comme si je regardais tout arriver à quelqu'un d'autre. Quand ils ont descendu le petit cercueil de Noah dans la terre à côté de la tombe de Caleb, je suis restée là, à penser que toute ma famille était sur une plage en Jamaïque pendant que j'enterrais mon enfant. Après les funérailles, Léa a proposé de rester avec moi, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'être seule. J'avais des choses à faire, et je devais les faire seule. La première chose que j'ai faite a été de me rendre à l'appartement de Caleb où vivaient Claire et Damon. J'avais une clé, bien sûr, c'était mon appartement. Je suis entrée et j'ai commencé à emballer leurs affaires. Tout, vêtements, livres, ustensiles de cuisine, cette horrible lampe que la mère de Damon leur avait donnée. J'ai tout mis dans des cartons et des sacs poubelles, travaillant méthodiquement et en silence. Cela m'a pris 3 heures pour emballer toute leur vie. Pendant que je travaillais, je pensais à comment ils étaient probablement en train de siroter des cocktails au bord de la piscine, de poster des photos sur les réseaux sociaux, de passer le meilleur moment de leur vie pendant que j'étais seule aux funérailles de mon fils. J'ai appelé une entreprise de déménagement et payé un supplément pour qu'ils viennent le même jour. J'avais aussi une clé de la maison de mes parents. Ils me l'avaient donnée il y a des années pour les urgences. Mais au lieu de tout ranger proprement, j'ai demandé aux déménageurs de tout jeter en tas dans leur salon. Cartons, sacs, objets en vrac, tout était entassé au milieu de leur tapis. Puis j'ai appelé un serrurier et fait changer toutes les serrures de l'appartement. Nouveaux verrous, nouvelles poignées de porte, tout nouveau. Les clés de Claire et Damon ne fonctionneraient plus. Ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai accédé à mon compte bancaire et j'ai commencé à annuler les paiements automatiques. J'avais payé tellement de choses pour ma famille au fil des années que j'en avais presque oublié certaines. L'assurance auto de mes parents? Annulée. Leur complément d'assurance santé? Annulé. L'abonnement au magazine de menuiserie de papa? Annulé. Le compte de streaming de maman qu'elle n'arrivait jamais à payer elle-même? Annulé. Le paiement mensuel que je faisais sur leur carte de crédit pour les aider avec les courses? Annulé. La facture de téléphone de Claire? Annulé. Le paiement de sa voiture que j'aidais à couvrir depuis son mariage? Annulé. L'abonnement à la salle de sport que je lui avais offert comme cadeau de mariage? Annulé. En passant en revue chaque annulation, je me souvenais pourquoi j'avais commencé à payer ces choses en premier lieu. L'assurance auto, c'était quand papa a pris sa retraite et que l'argent était serré. La facture de téléphone, c'était quand Claire ne trouvait pas de travail après l'université. Le paiement de la voiture, c'était un cadeau de mariage parce que je voulais les aider à commencer leur mariage sans dette. J'avais été si généreuse avec ma famille, si désireuse d'aider chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent. J'avais payé pour tout le mariage de Claire, 25 000 $, parce que je voulais qu'elle ait une journée parfaite. Quand maman avait besoin de nouvelles lunettes l'année dernière, je les avais payées. Quand le pick-up de papa avait besoin de réparation, je m'en étais occupée. En regardant toutes ces annulations, j'ai réalisé que je donnais à ma famille environ 3 200 $ par mois, tous les mois, depuis des années. Pendant que je faisais cela, mon téléphone vibrait avec des notifications. Claire postait des photos de la Jamaïque sur Instagram et Facebook. Elle et Damon sur la plage, bronzés et heureux. Mes parents dans un restaurant au bord de la plage, souriant et levant leur verre pour porter un toast. Claire avait légendé une photo, tellement reconnaissante d'être ici avec ma famille incroyable qui me soutient en tout. J'ai fait une capture d'écran de chaque photo, chaque légende. Je voulais me souvenir de ce moment. De ce sentiment de clarté absolue sur qui étaient vraiment ces gens. 3 jours ont passé. Je suis allée au travail, je suis rentrée chez moi, j'ai préparé un dîner pour une personne, et j'ai attendu. Je savais qu'ils reviendraient bientôt de la Jamaïque. Et, pour la première fois depuis des mois, j'avais hâte de leur retour. Pour la première fois en moi, je me sentais en contrôle de quelque chose. Le dimanche soir, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord mes parents, puis Claire, puis Damon, puis mes parents à nouveau. Je n'ai répondu à aucun appel.
J'étais assise dans mon salon, en train de trier les affaires de Noah pour les donner à une œuvre de charité. Et je laissais le téléphone sonner encore et encore. Les messages vocaux ont commencé après environ 1 heure d'appels sans réponse. La voix de maman, tendue par la colère. « Marissa, qu'as-tu fait à l'appartement de Claire? Pourquoi toutes leurs affaires sont-elles ici? Rappelle-moi tout de suite. » Claire, pratiquement en train de crier. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On ne peut pas entrer dans l'appartement et toutes nos affaires ont disparu. Rappelle-moi ou j'appelle la police. » Damon, essayant de sembler raisonnable. « Marissa, je pense qu'il y a eu une sorte d'erreur. Peux-tu nous rappeler pour qu'on règle ça? » Papa, confus. « Marissa, chérie, il y a un gros désordre ici à la maison. Peux-tu appeler et expliquer ce qui s'est passé? » J'ai supprimé tous les messages vocaux sans les écouter complètement. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros. Mais ils n'ont pas abandonné. Vers 22 heures, j'ai entendu des voitures se garer dans mon allée. Puis des coups bruyants à ma porte d'entrée. « Marissa, ouvre cette porte tout de suite !» criait Claire. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les 4 debout sur mon porche. Maman, papa, Claire et Damon. Ils avaient l'air en colère, confus et fatigués par leur vol. Claire frappait à la porte avec son poing. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigée vers la porte. Cette conversation allait avoir lieu, que je le veuille ou non, et j'étais prête. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé leur visage. Celui de Claire était rouge de colère. Damon semblait gêné, et mes parents avaient l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. « Il faut qu'on parle », a dit maman, en me bousculant pour entrer dans ma maison. Ils l'ont tous suivi dans mon salon et se sont tenus là, me regardant comme si j'avais commis un crime terrible. « Qu'est-ce que tu croyais faire ?» a exigé Claire. « Nos affaires sont jetées partout chez maman et papa comme des ordures, et on ne peut pas entrer dans notre appartement. » Je l'ai regardé calmement. « Ce n'est plus votre appartement. J'ai changé les serrures. Vous êtes expulsés. » La bouche de Claire s'est ouverte. « Tu ne peux pas nous expulser. On a des droits. »« En fait, je peux, ai-je dit. C'est mon appartement. Je l'ai hérité quand Caleb est mort. Je vous ai laissé y vivre sans loyer par gentillesse, mais cette gentillesse est terminée. » Claire a fait un pas en avant. « Écoute, je comprends que tu sois bouleversée à cause de Noah, d'accord? Mais ça ne te donne pas le droit de détruire nos vies. On n'a nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant de me dire que sa mort était mon problème, pas le tien. » Le silence dans mon salon était assourdissant. Claire avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Elle savait exactement ce qu'elle m'avait dit, et elle savait que je me souvenais de chaque mot. « J'étais bouleversée », a-t-elle dit faiblement. Je ne le pensais pas comme ça sonnait. « Tu m'as dit que la mort de mon fils était mon problème, pas le tien, ai-je dit. Tu m'as dit que tu avais besoin de te détendre avant l'arrivée de ton bébé, alors les funérailles de Noah n'étaient pas assez importantes pour annuler vos vacances. » Maman a fait un pas en avant. « Marissa, tu vas trop loin. Nous comprenons que tu sois bouleversée, mais ce n'est pas comme ça que la famille se traite. » J'ai presque ri. « La famille ? Tu penses qu'on est une famille ? » « Bien sûr qu'on est une famille, » a dit papa. « On a eu des problèmes, mais on peut surmonter ça. » Claire a soudainement arrêté de parler et m'a regardé intensément. Puis elle a dit, « Je comprends tout maintenant. Tu m'as donné une leçon, et je l'ai comprise. Alors maintenant, tu peux me donner les nouvelles clés de l'appartement, non ? » « Non, » ai-je dit simplement. Son visage s'est décomposé. « Comment ça, non ? » « Je veux dire que ma décision est définitive. Vous ne vivez plus dans mon appartement. Trouvez un autre endroit. »« Mais je suis enceinte, » a crié Claire. « On n'a nulle part où aller. Tu ne peux pas jeter une femme enceinte à la rue. Tu aurais dû y penser avant de choisir la Jamaïque plutôt que les funérailles de mon fils. » Claire m'a fixé un moment. Puis son visage s'est tordu de colère. « Je sais ce que c'est vraiment, » a-t-elle dit froidement. Tu es jalouse parce que je vais avoir un bébé et que ton fils est mort. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même Damon avait l'air choqué. Tu as perdu la tête parce que Noah est mort, et maintenant tu te venges sur moi parce que je suis enceinte et heureuse, a continué Claire. Tu ne supportes pas que je continue ma vie pendant que tu es coincée à pleurer un gamin qui n'était même pas si spécial.
J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Sortez, ai-je crié, plus fort que je n'avais jamais crié de ma vie. Vous tous, sortez de ma maison tout de suite. Maman a essayé de sauver la situation. Marissa, Claire a raison, tu ne penses pas clairement. Tu es en deuil, et tu prends des décisions qui vont blesser notre famille de façon permanente. Quand tu te seras calmée? Je suis calme, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte d'entrée et en la tenant ouverte. Je suis plus calme que je ne l'ai été depuis des mois. Et puisque Claire a raison et que j'ai perdu la tête, vous ne devriez probablement pas rester près de moi. Partez. Et l'argent? A lâché maman. Tu ne peux pas nous couper financièrement comme ça. On dépend de cette aide. Voilà la vraie raison de leur présence ici. Pas parce qu'ils me manquaient ou voulaient s'excuser, mais parce que j'avais arrêté de payer leurs factures. J'ai annulé tous les paiements automatiques, ai-je dit. Votre assurance auto, vos compléments santé, les paiements de votre carte de crédit, la facture de téléphone de Claire, le paiement de sa voiture, son abonnement à la salle de sport, tout. Vous êtes seule maintenant. Maman a commencé à pleurer. Vraiment pleurer. Marissa, s'il te plaît. On ne peut pas se permettre tout ça seul. On est à la retraite. On vit avec un revenu fixe. Vous aviez 9 500 $ pour des vacances en Jamaïque, ai-je dit. Débrouillez-vous. Ils sont enfin partis. Claire, toujours en train de crier à quel point j'étais injuste et qu'elle prendrait un avocat. J'ai verrouillé la porte derrière eux et je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 2 semaines ont passé paisiblement. Ils ont essayé d'appeler et d'envoyer des messages depuis différents numéros, mais je les ai tous bloqués. J'ai ignoré les emails et les lettres. Je n'ai pas répondu quand ils se sont présentés à ma porte. Puis Claire a fait une erreur. Elle a posté sur Facebook à quel point j'étais cruelle et vindicative. Elle a écrit un long message sur comment j'avais expulsé ma sœur enceinte de chez elle et coupé financièrement mes parents âgés juste parce qu'ils étaient partis en vacances. Elle s'est peinte en victime et moi en monstre qui avait fait une dépression nerveuse. Ses amis ont commencé à commenter, exprimant leur indignation face à mon comportement. Comment peut-elle faire ça à sa propre famille? Écrivait l'un. Les femmes enceintes ont besoin de soutien, pas de cruauté, écrivait un autre. Mais d'autres personnes ont commencé à commenter. Des gens qui se souvenaient que Noah était mort. Des gens qui étaient aux funérailles de Caleb, des gens qui connaissaient la chronologie. Il n'était pas aux funérailles de Noah, a écrit Madame Blake, son enseignante. C'était leur petit-fils et neveu. D'autres ont commencé à assembler les pièces du puzzle. Famille, amis, voisins, gens de l'église. Ils ont commencé à demander pourquoi la famille de Claire était en vacances pendant les funérailles d'un enfant. Finalement, j'ai écrit un commentaire. Justin. Claire, tu as raison, nos relations familiales sont endommagées. Elles l'ont été quand toi, Damon, maman et papa avaient choisi de partir en vacances plutôt que d'assister aux funérailles de mon fils de 12 ans. Tu m'as dit que sa mort était mon problème, pas le tien, et que vos vacances étaient plus importantes que de dire au revoir à Noah. J'espère que la Jamaïque en valait la peine. Les commentaires ont explosé après ça. Les gens étaient horrifiés. Le message de Claire s'est retourné contre elle, et elle l'a supprimé en quelques heures, mais des captures d'écran avaient déjà été partagées. 6 mois ont passé depuis. Je n'ai parlé à aucun d'eux. J'ai loué l'appartement de Caleb à un gentil jeune couple qui paie le prix du marché. J'ai quitté mon travail et je voyage maintenant. Quelque chose que Caleb et moi avions toujours parlé de faire, mais nous n'avions jamais eu le temps. J'ai été en Irlande, en Italie et au Japon. J'écris ceci depuis un café à Prague. Quand je finirai ce voyage, je déménagerai au Colorado. J'ai toujours aimé les montagnes, et rien ne me retient dans ma ville natale désormais. Les gens me demandent si ma famille me manque. La réponse honnête est non. La famille que je pensais avoir me manque, mais cette famille n'a jamais vraiment existé. La vraie famille, celle qui a choisi des vacances plutôt que les funérailles d'un enfant, ne me manque pas du tout. J'ai 38 ans maintenant, et pour la première fois de ma vie adulte, je suis complètement libre. Libre des gens qui prenaient ma générosité pour acquise. Qui valorisaient l'argent et la commodité plus que l'amour et la loyauté. Libre de construire une nouvelle vie ailleurs, avec des gens qui se soucient vraiment de moi.